Chers amis auditeurs et téléspectateurs de TV Liberté, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission synthèse avec, bien sûr et heureusement, notre cher ami et complice Philippe Randa. Bonjour Philippe. Roland. Bonjour Philippe, vous avez beaucoup de choses à dire, je crois, aujourd'hui. Voilà, plein de choses. Comme d'habitude, je dis pas grand-chose. Si. Ah non, vous dites des choses intéressantes, c'est l'essentiel. Hein. Qu'importe si on en dit beaucoup, l'essentiel c'est de dire des choses qui valent la peine d'être dites. Voilà. Et puis, justement, à propos de choses qui valent la peine d'être dites, aujourd'hui on a quelqu'un qui a une position un petit peu originale au sein de la grande famille, on va dire, de la non-conformiste, pour faire simple. Nous recevons Thomas Ferrier. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas Ferrier, Bonjour. Vous êtes un militant de la cause, je ne pourrais pas dire nationale, c'est pas le mot, vous êtes plutôt un militant de la cause européenne. Oui, je veux dire que je suis un euro-identitaire. Un euro-identitaire, ouais. Alors vous allez nous expliquer ça Il tout peut à pas l'heure. être tout à fait mauvais, cet homme-là. Ah, là vous êtes deux, là. Ah, oui. Donc je vais être obligé d'être un patriote national. C'est un grand remplacement de la droite nationale. Voilà. Il faut toujours se méfier des jeunes. Il y a deux sortes de gens dont il faut se méfier dans la vie. C'est ceux qui sont plus vieux que vous et ceux qui sont plus jeunes que vous. Et il y a même une troisième sorte de gens dont il faut se méfier encore plus, mais alors ceux-là, il faut les avoir à l'œil en permanence, c'est ceux qui sont nés le même jour que vous. Et ça, c'est la règle du paradoxe. Alors l'émission s'arrêtera, enfin, il y aura une interruption au milieu de l'émission, comme c'est le cas depuis quelques mois, et depuis que nous avons le plaisir d'avoir retrouvé le professeur, qui revient parmi nous, et Philippe Randa aura la gentillesse tout à l'heure de laisser sa place au professeur, parce que nous sommes obligés, en vertu des contraintes au moment de l'enregistrement de cette émission, de ne pas être plus que 3 dans le studio. Voilà. Donc Philippe, après ma place, avec grand plaisir. Avec votre chronique, vous serez remplacé par le professeur. Grand plaisir, parce que c'est Pierre Delobier, bien sûr. Oui, parce que ce sera pas C'est quelqu'un pas de d'autre, vous partir, serez hein. pour votre place. Hein. Voilà. Alors, Thomas Ferrier, vous êtes un Européen convaincu, et vous êtes aussi quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'histoire. Et vous avez écrit, il y a presque un an maintenant, il y a presque un an, mais on en parle beaucoup toujours, ce livre, Fascisme d'Europe. Fascisme d'Europe, qui parle des origines, de l'idéologie bien sûr, et de l'histoire des mouvements fascistes à travers l'Europe. C'est un survolé, en fait, l'histoire dans différents pays européens, des mouvements fascistes avant-guerre, ou qui se sont réclamés, ou qui ont été plus ou moins classés dans cette case, la case du fascisme, cette révolution qui a secoué l'Europe, condamné par beaucoup, qui a été adoré par d'autres, et voilà. Donc vous allez nous parler de ça aussi dans le cadre de cette émission. Voilà. Philippe, est-ce que vous avez quelques mots à rajouter là-dessus? Ajouter sur l'Europe ou sur le... Sur l'Europe, sur l'Europe. Dans un premier temps, on va parler de l'Europe et après on parlera du livre Fascisme d'Europe. Alors, parlez-nous de votre parti, justement, le Parti des Européens. Déjà, moi, ça donne bien oui. le nom, on sait de quoi ça va parler. Oui, alors effectivement, justement, on a choisi volontairement d'être explicite. Le Parti des Européens, c'est celui qui prend parti, si on peut dire, pour la défense des Européens, et d'eux seulement. Finalement, on se rend compte dans notre société moderne que les Européens en tant que tels ne sont pas protégés. Alors, ils sont parfois protégés plus ou moins par les États en tant que Français ou Allemands, ça reste à prouver aujourd'hui, mais les Européens en tant que tels sont finalement discriminés, et ce qui est d'autant plus pénible, c'est qu'ils sont discriminés chez eux, ce qui est un peu embêtant quand même. Et donc, il faut parce que hors de l'Europe, personne ne fait d'anti-européanisme primaire. Il s'exprime d'une autre manière, c'est-à-dire en Afrique du Sud, concrètement, l'anti-européisme, ça consiste à abattre des fermiers blancs dans leurs fermes. Donc, il y a une forme d'anti-européisme extérieur. Mais disons que moi, je ne cherche pas pour le moment à me placer déjà dans un cadre mondial. J'essaie de défendre l'Europe déjà elle-même. Parce qu'à la rigueur, si une extension de l'Europe est menacée, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Si c'est le cœur même de l'Europe qui est menacé, là, il n'y a plus de possibilité de renaissance. Donc le problème d'aujourd'hui, il est là, c'est-à-dire que l'Europe est attaquée, si on peut dire symboliquement en tout cas, et concrètement sur son propre territoire, par, on va dire simplement, d'abord la trahison des élites, qui jouent la carte du mondialisme sur tous les plans, y compris du mondialisme migratoire. Et donc, les Européens sont sans protection. Alors, on assimile aussi le terme des Européens au terme des Blancs. Et on rejoint Kipling, qui disait tout ça, ça vient du lourd fardeau de l'homme blanc. Oui, alors sauf que ce fardeau, personne ne l'a demandé, que ceux qui nous l'ont imposé, sont les seuls à s'être enrichis de la colonisation, parce qu'il faut bien avoir conscience que la colonisation, d'un point de vue économique, a été ruineux pour les pays qui l'ont fait, mais qu'il y a quand même des gens qui se sont enrichis avec. En fait, c'est simple, c'est que l'argent que, on va dire... Les pays colonisateurs. Oui, dans les pays colonisateurs. Où est l'enrichissement? En fait, c'est un flux financier entre les travailleurs européens
qui payent leurs impôts, et les oligarques européens qui ont lancé la colonisation. Donc le bilan global économique pour l'Europe de la colonisation était extrêmement négatif, mais finalement, il y a une partie des impôts des paysans, des mineurs, de tous les gens qui ont travaillé, a fini dans les poches des grands patrons européens, d'une certaine manière, en tout cas occidentaux, puisque c'était surtout le Royaume-Uni, la France, la Belgique, l'Allemagne a perdu ses colonies assez tôt, donc c'était surtout l'Europe occidentale qui avait des colonies. Donc, les Africains n'ont pas vraiment été enrichis parce que de toute façon ils s'en moquaient, ils n'avaient rien demandé. Les Européens ont été perdants et quelques-uns ont mis de l'argent dans leur poche. D'ailleurs, quand on explique que justement on a été exploité, les pays, notamment l'Afrique, qu'on leur a pris leurs minerais, leurs richesses, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Le fait est qu'on leur a pris leurs richesses, mais on leur a construit des routes, des hôpitaux et toutes sortes d'infrastructures pour pouvoir, entre guillemets, les exploiter malgré tout. L'Européen était illégitime en Afrique. Moi, je suis sur une position très anticolonialiste assumée, parce que je juge la conséquence de cette politique. Si on ne veut pas que l'autre vienne chez soi, il faut commencer par aller chez lui. Et donc, bien sûr, c'est pas les mêmes. Rester maître et charbonnier chez soi. Voilà. Qui a vraiment été en Europe lié à la colonisation? Il n'y a pas 1% des Européens qui est concerné par la colonisation. Si je peux me permettre, cher Thomas, mettre un petit bémol par rapport à ce que vous dites, mais vous comprendrez. Je suis de ceux qui pensent que les peuples ont besoin d'aventures, de grandes aventures. Il y a eu les croisades, il y a eu l'épopée napoléonienne, il y a eu... et je pense que pour beaucoup de gens, la colonisation, ça a été une aventure. Avant d'avoir des considérations ethniques ou quoi que ce soit, c'était une nouvelle aventure. Et beaucoup de gens se sont engagés là-dedans par justement un besoin et souvent, c'était une conquête de territoire vierge. De faire quelque chose d'original par rapport au reste de leur vie qui était monotone et tout ça. Mais ça dépend des époques. Mais ça dépend des époques. C'est-à-dire que quand Brazza ou d'autres découvrent des territoires nouveaux, ils sont dans une phase d'aventure. Ouais. La phase d'aventure, de conquête de territoire où il y avait très peu de population. C'est surtout l'aventure, donc ça c'est vrai. C'est vrai, on le voit dans des vieux films, on voit comme ça, on voit le premier Tarzan avec Johnny Weissmuller, on voit des aventuriers européens qui veulent découvrir le cimetière des éléphants, etc. Donc ça, il y a un côté aventurier. Mais c'est pas ce qu'on retient de la colonisation. La colonisation d'exploitation, c'est-à-dire d'installation, etc. C'est pas du tout la même chose. C'est celle qui a été imposée aussi, c'est l'image qu'on a été imposée aussi. Voilà, mais c'est pas la même époque. Nous, on oublie souvent que la colonisation telle qu'on la connaît, finalement, c'est, on va dire, 1910 à peu près, 1960. Mais il y a la phase 1880-1910 où là il y avait une phase d'aventure. Oui. Donc je suis d'accord sur l'idée qu'il y a une aventure, mais c'est pas la colonisation telle qu'on l'entend, c'est la colonisation d'installation. Et il y a une autre phase aussi qui est celle de défense vis-à-vis de la piraterie barbaresque notamment. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que une des premières décisions qui soit produite en Afrique avec les colonisations, je parle pour la France, c'est d'avoir fait stopper les réseaux. Les réseaux, c'était les raids des Arabes sur l'Afrique noire qui repartaient avec des esclaves, du butin. Absolument. Ça, on oublie souvent. Oui. Et on oublie souvent ça, c'est que lorsque l'armée française est arrivée là-bas, elle a protégé les populations noires qui étaient tout à fait heureuses qu'ils soient là. Alors, d'ailleurs, à l'époque, plus les blancs d'ailleurs en réalité, parce que les raids d'Alger c'était des kidnappings d'Européens, hein, c'était pas tellement. Oui, débarqués sur les côtes d'Europe. Oui, voilà. C'est-à-dire que c'était aussi pour mettre fin à l'esclavage pour se défendre, et ils en ont de fait défendu les Africains également. Oui, alors de toute façon c'était surtout les Turcs d'ailleurs plutôt que les Arabes, puisque l'Algérie faisait partie de l'Empire ottoman, tout simplement. Et donc oui, l'intervention de Charles X est une intervention, comment dire, pour mettre fin à la base arrière d'Alger, c'est-à-dire le port d'Alger qu'ils ont rasé plus ou moins. Ça n'implique pas l'implantation, ça implique simplement effectivement. Donc il faut bien être nuancé, mais l'idée générale de se dire qu'il faut en fait, c'est la gauche, entre guillemets, coloniale qui est la pire. Parce qu'elle est la plus hypocrite. Si on prend Jules Ferry parle bien du devoir. L'origine de la colonisation, voilà. C'était la gauche. Voilà. Non, mais au début, c'est la monarchie. D'abord, c'est la royauté et l'Empire. Oui, Napoléon III. Mais après, la gauche, elle a rajouté le côté, on va dire, paramaçonnique, c'est-à-dire universaliste. On va apporter la civilisation aux défavorisés. Le devoir, entre guillemets, des races supérieures sur les races inférieures, c'est Jules Ferry, c'est la gauche radicale. Alors que la droite était contre. Mais qui, je ne veux pas me faire leur avocat, loin de là, mais qui, dans leur esprit, nous sommes les races supérieures face aux races inférieures, mais grâce à l'apport que nous faisons, nous allons élever les races inférieures à notre niveau. C'est ça l'idée. Mais Clémenceau... C'est donné comme seul exemple universel, notre exemple. Et Clémenceau, comment dire, à l'époque, s'était élevé contre ça. Il y avait une campagne Ferry contre Clémenceau. Clémenceau avait expliqué que finalement, c'était facile de dire ça. De ce cas-là, les Allemands, il expliquait qu'il y avait des théoriciens
allemands qui expliquaient que les Allemands étaient supérieurs aux Français. Donc sur le même raisonnement, on aurait pu justifier n'importe quoi. Donc la droite était contre. Je crois que c'est Desroulettes qui avait dit on m'a enlevé 3 patries, l'Alsace-Lorraine, et on me donne des domestiques à la place. Donc la gauche là-dessus s'est engagée dans l'universalisme. C'était une forme d'impérialisme culturel non assumé. Et alors cette colonisation, donc comment vous expliquez, bon, le sujet de notre émission n'est pas la colonisation, mais puisqu'on en parle, parlons-en un petit peu, ce revirement justement de la gauche dans les années après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, sur l'approche de la colonisation. Mais en fait, la gauche est restée pro-coloniale après 1945, puisque Mitterrand, qui était à l'époque à gauche, et d'autres ont lutté contre l'indépendance algérienne. Bon, non, je pense que la gauche d'aujourd'hui n'aime pas les Européens, tout simplement. Elle n'aime pas ce qu'elle voit dans la glace quand elle se regarde elle-même. Il y a une culpabilisation, mais il y a surtout cet universalisme, cette idée qu'il y a des standards communs à l'ensemble de l'humanité, que ces standards sont ceux de la société occidentale, que c'est valable pour toute la population mondiale. Donc en même temps que En fait, c'est pas les standards européens, là, c'est les standards plutôt occidentaux. Euro-américains, si on peut dire. Plutôt américains, voilà, oui. Mais d'une manière générale, c'est l'idée, de toute façon, que nos valeurs sont exportables. La démocratie est-elle exportable? Moi, je ne crois pas. Je crois que la démocratie, elle est conforme à une vision du monde européenne spécifiquement. Et que vouloir mettre la démocratie en Afrique, en Chine ou ailleurs, d'abord, ça ne marche pas. On a vu ce que ça a donné en Irak. En Chine, on voit bien. En Chine, le marxisme, c'est quelque chose de communiste, qui vient d'Europe aussi. Et la Chine l'a adapté à sa façon. Elle a remis les principes chinois derrière. Bernard Lugan, historien de l'Afrique, l'explique très bien. C'est qu'en Afrique, notamment le système électoral, on vote avant tout pour l'ethnie dont on fait partie. En France, un Breton peut voter pour un candidat marseillais, alsacien ou picard. En Afrique, on vote pour celui qui est issu de son ethnie. Et comme toutes les divisions des colonies ont fait qu'il y a à chaque fois une majorité ethnique et une minorité ethnique, la minorité ethnique dans le pays n'a jamais le pouvoir. Et en fait, c'est simplement parce qu'effectivement, si on prend, je sais pas, on va prendre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire pour finir ce sujet africain, parce que moi c'est quand même l'Europe qui m'intéresse. Le sud du Burkina Faso et le nord de la Côte d'Ivoire, c'est la même ethnie. C'est une ethnie musulmane, et le sud de la Côte d'Ivoire, c'est d'autres ethnies chrétiennes. Donc c'est des pays complètement artificiels. Il faudrait effectivement faire un redécoupage ethnique de l'Afrique. Seulement, seule une unité africaine réelle pourrait envisager ça dans le cadre d'une Afrique unie. Enfin, quand je dis Afrique unie, Afrique noire unie, puisque l'Europe a une population homogène sur son sol, normalement, jusqu'à récemment, alors que l'Afrique a 2 populations. Au moins, puisqu'il y a l'Afrique, on va dire l'Afrique berbéro-arabe, ou arabo-berbère, et puis il y a bantou, on va dire l'Afrique bantou, et puis il y a la zone un peu tampon qui est, on va dire, l'Afrique de l'Est, c'est-à-dire éthiopiens, somaliens, qui sont issus d'un antique métissage entre berbère blanc et bantou noir. Mais il suffit de regarder la carte de l'Afrique pour se rendre compte que de toute façon ces pays africains ont été faits un peu plus Et ça, c'est un héritage extrêmement négatif de la colonisation, parce que ça, sur les colonisateurs qui ont découpé... L'Angleterre et la France, essentiellement, qui se sont partagés. Chacun voulant avoir le plus de voix possible à l'ONU, a créé des États pour avoir des voix... Après, mais disons, d'une manière générale, c'est simplement l'aventure coloniale. Ah oui, parce que l'aventure coloniale, l'Angleterre a découpé. Il y a eu une fameuse histoire près du Soudan, là, entre l'armée française et l'armée anglaise, ils sont un peu taquinés. Et puis... Fashoda. Voilà, c'est ça, mais justement, on parle du fascisme, donc Fashoda, ça tombe bien. Voilà. Alors, le Parti des Européens, qu'est-ce qu'il prône exactement? Alors, là où on se fait des ennemis et des amis en même temps, parce qu'on est clivant d'une certaine manière. Il n'y a pas un parti qui se il y a toujours les uns et toujours les autres. Pas aux élections jusqu'à présent. En fait, moi, je vais être très honnête avec vous, je vais vous expliquer. Moi, je cherche pas. Il y a des gens qui sont courageux. Bruno Camus ou Vincent Vauquelin ont fait des listes aux élections européennes. Ils ont fait, je crois, 3000 et 2000 voix chacun. Donc, ça sert à rien pour moi. Si on n'a pas les moyens de ces ambitions, c'est-à-dire si on n'a pas émergé médiatiquement avant, parce que si on est un inconnu, les gens ne vont pas voter vers vous. Si on n'a pas de butin dans les isoloirs, si on n'a pas de profession de foi dans les enveloppes, ça sert à rien de se présenter. Je crois, enfin, je veux pas en parler à la place des autres, mais enfin, je crois qu'en ce qui concerne, je connais un petit peu Renaud Camus, je connais pas ses motivations, mais j'ai eu l'occasion d'en parler, même ici, d'ailleurs, avec Vincent Vauquelin, à ce micro. Je crois que surtout, ce qui comptait pour lui, c'était de faire parler de son mouvement et de se faire connaître. Ça, il se faisait pas beaucoup d'illusions sur le mouvement qu'il allait faire. Mais je pense que, à part les présidentielles où pouvoir se présenter, effectivement, mais il faut les 500 signatures qui sont une barrière quand même assez infranchissable pour des petits partis, il n'y a pas moyen de se faire médiatiser autrement. Donc il faut émerger médiatiquement par des positions originales, en essayant de faire en sorte qu'elles soient sincères quand même, parce qu'en politique, je trouve qu'il y a vraiment une manque de sincérité absolument
consternant, mais c'est la réalité du monde humain d'aujourd'hui. Hein. Donc l'idée générale des partis européens, c'est qu'on veut vraiment un État européen. C'est-à-dire la grande différence avec... en fait, on est des souverainistes européens au sens littéral, c'est-à-dire qu'on veut que l'Europe demain parle d'une seule voix, avec un véritable gouvernement derrière. Donc c'est une Europe intégrée, assumée. Alors, toute l'Europe, de tous les pays... Toute l'Europe. Et quid de l'Angleterre qui est européenne, peut-être, sauf pour les Anglais qui ne veulent pas entendre parler de l'Europe. Le Britannique de base s'est fait enfumer, pour moi, par l'affaire du Brexit, il s'est fait enfumer par la pensée magique. Parce que vous êtes très opposé au Brexit. Maintenant, ça ne sert à rien de l'être, mais l'idée générale, c'est que si le Brexit était identitaire, encore, on pourrait discuter. Le fait est que Farage et tout ça ont fait de la démagogie à outrance en expliquant finalement aux Britanniques que leur problème identitaire venait de l'Union européenne. Alors qu'ils n'ont pas l'euro, qu'ils n'ont pas Schengen, donc finalement ça ne tenait pas grand-chose. Ce que les Britanniques plutôt le tunnel. Oui, ce qui s'est passé, c'est que les Britanniques ont fait un vote anti-mondialiste dans leur esprit. Ils avaient l'occasion de voter, on ne leur fait jamais voter. Et c'est ce qui se passe. Comme l'Union européenne actuelle n'est pas démocratique, comme on ne demande jamais l'avis aux gens, dès qu'on leur donne la moindre occasion de voter, ils se déchaînent. On l'a vu en 2005 dans le cas du référendum en France. Donc Farage et d'autres leur ont vendu un Brexit identitaire. Votre identité britannique va être réassurée grâce à ça. Et en réalité, c'est quoi? Moi, je l'ai dit assez méchamment, c'est plus de Pakistanais et moins de Polonais. Pour moi, ça résume le Brexit. Là, j'ai vu que Johnson veut donner la citoyenneté britannique à plusieurs millions de Chinois de Hong Kong pour enquiquer les Chinois. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, concrètement, les Britanniques se sont fait abuser. Les tabloïds leur ont dit c'est la méchante Union européenne qui vous détruit, et en fait c'est l'État britannique qui les détruit. Donc le Brexit, ça fait qu'on enlève l'Europe de l'équation et ça change rien. Ce qui est assez drôle, c'est que Farage va toucher une retraite de député européen, puisqu'il a été plus de 2 fois. Ce qui est marrant, c'est qu'ils avaient 27 députés lorsqu'ils étaient dans l'Union européenne, et maintenant ils ont 0 député au niveau national au Royaume-Uni, donc c'est un peu ironique. En fait, je donne l'exemple qu'un Français très simple. Si le Front National... Je ne veux pas défendre Farage non plus, mais lui, tout son parti politique et tout son mouvement, toute son action, ça a été de faire sortir l'Angleterre. Il a réussi, à la limite, il n'ambitionne pas une autre carrière politique derrière. Oui, alors en même temps, il continue de parler un petit peu. Quand il a eu une pause après le Brexit, il est allé travailler aux États-Unis du côté de chez Trump, ce qui est à mon avis été assez révélateur entre guillemets, quelles sont ses allégeances réelles. Voilà. Et puis, il faut savoir que Farage, par exemple, est allé faire de la démagogie, il est allé vendre le Brexit à la communauté pakistanaise, britannique. Johnson a promis aux Afro-Britanniques, si on peut dire, aux gens d'origine africaine, qu'ils auraient plus de travail parce que les Polonais en auraient moins. Ça, c'est le problème. C'est le problème, si vous voulez, des gens qui partent sur une idée, mais qui n'ont pas véritablement de dimension identitaire même pas dans leur discours, dans leur cerveau. Bah oui. Donc, pour arriver à quelque chose, on est prêt à tout. Bon, très bien, mais il y a un moment donné, il faut quand même limiter le prêt à tout. Oui, c'est ça le problème. Mais très concrètement, UKIP a été une invention, entre guillemets, je ne fais pas de complotisme. Ce mouvement n'était pas véritablement des mouvements nationalistes identitaires. Il y avait le British National Party était en train de progresser. Il montait. Et ce British National Party, il avait un logiciel identitaire, avec Bill Griffin, etc. Et il a été balayé par le souverainisme ringard de Farage. Et en fait, les Britanniques n'ont plus de défenseurs aujourd'hui. C'est-à-dire que le caractère européen du Royaume-Uni n'est plus protégé. Or, indépendamment de la question de l'Union européenne, nous, on défend les Européens. C'est-à-dire que même dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, on essaierait d'avoir une existence politique et même de se présenter. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas à l'Union européenne, nous. S'il faut un parti des Européens en Russie, s'il faut un parti des Européens, on l'aura. Justement, votre conception des Européens, ça va jusqu'avec les Russes, bien sûr. Oui. Bon. Mais le problème des Russes, c'est qu'ils sont aussi autant asiatiques qu'européens. Ça dépend de qui on parle. Si on parle des Tatars, oui, si on parle des Tatars, où les Tatars sont un peu eurasiates, on va dire. Si on parle des Yakoutes et des populations de Sibérie, ils sont 100% asiatiques même. Mais moi, quand je parle de la Russie, je parle des Russes. D'accord, mais Moscou a toujours eu l'attirance entre l'Est et l'Ouest. Ils sont quand même, on peut comprendre que les Russes n'ont pas le même prisme européen que nous, Français. Ils sont l'essentiel de la Russie est quand même à la partie ouest. Oui, puis vous restez sur la géographie. Moi, je ne parle pas de géographie. Ouais. Moi, un Russe ethnique qui est en Sibérie, il est européen. Ouais. Je m'en moque qu'il soit du côté de l'Oural, qui est une convention géographique du XVIIIe siècle. Non, les Russes sont des Slaves. Quand je dis russe, un russe sait tout de suite faire la différence. En français, on ne sait pas faire la différence. En russe, il y a 2 mots. Il y a Ruski c'est le russe ethnique, et Rossianin, c'est le citoyen de Russie. On peut être tout à fait asiatique et être Rossianin.
Mais si on dit Rousski, on est un Slave, on est un Européen. Or, 80% de la population de Russie, de Fédération de Russie, ce sont des Slaves. 10% ce sont des Caucasiens. Les Caucasiens sont aussi des Européens, même si certains ne nous plaisent pas, parce que les Tchétchènes, c'est un peu compliqué. Mais il y a des Tchétchènes pro-européens, ça existe aussi. Généralement, ils ont fui, parce que Poutine a acheté la paix civile en Tchétchénie au prix de l'islamisme. Ils ont préféré le clan islamiste de Kadyrov face au clan islamiste des autres, des indépendantistes, alors qu'en fait, il fallait écraser l'islamisme. On ne pactise pas avec l'islamisme. Les premières victimes de l'islamisme en Tchétchénie sont d'ailleurs les Tchétchènes eux-mêmes. Votre position, il y a 15 jours, nous recevions ici même Hervé Van Latem, notre ami belge, chef du parti Nation en Belgique, et qui nous racontait l'histoire des mouvements nationalistes en Belgique. Il nous parlait d'une expérience, une aventure qui a été très prometteuse dans les années 60. C'est l'aventure de Jean Thiriard et du mouvement Jeune Europe. On a l'impression, en vous écoutant, que vous inspirez beaucoup j'ai l'impression de ce qu'a fait Jean Thiriard et Jeune Europe, non? Alors, en fait, très honnêtement, moi je pars d'un principe, c'est que j'assume toute l'idée européenne, ouais. tout camp confondu. De Victor Hugo qui parle des États-Unis d'Europe, jusqu'à effectivement ceux de droite nationale, si on peut dire, qui étaient en fait de droite européenne. Ouais. En fait, Jean Thiriard se définit plus de droite européenne. Voilà. Donc moi je suis un mixte. Si on prenait que les cas de droite nationale, comme je dis, je peux prendre les d'autres cas centre de démocrates chrétiens, de gauche, etc. Moi je me reconnais aussi bien parfois dans le mouvement socialiste aux États-Unis d'Europe qui existait dans les années 50, etc. Mais si on prend simplement ceux qui sont classés au sein de la droite nationale, je veux dire que je suis un mixte entre le discours européiste dur unitaire de Thiriard, le discours des patries charnelles de Yann Fouéré, l'Europe des sans drapeaux, et la vision identitaire de Dominique Vénère. Et je pense qu'il y a un équilibre des trois, avec Jean Mabir et aussi tout ça. Si on prend simplement la sphère effectivement euro-identitaire, je suis Thiriardiste sans jacobinisme. Thiriard était jacobine. Voilà. Donc je suis dans un équilibre entre toutes les forces. Alors vous défendez les Européens, mais est-ce que dans votre conception et celle de votre parti, est-ce que les nations continuent à exister ou disparaissent? Alors, le problème en France, souvent, c'est qu'il y a une confusion systématique entre État et nation. Oui. On n'arrive pas à penser la France comme nation sans la France comme État. Or, toutes les nations, y compris la France, sont d'abord des identités avant d'être des États. Croire que la France a été construite par les rois de France, à mon avis, c'est une erreur. Il y a une identité, ce qu'on appelle francienne. On va résumer les langues d'Oil, tous les dialectes des langues d'Oil. Éventuellement, on peut ajouter les langues d'oc, parce que finalement, il y a quand même une parenté entre les deux, un peu comme le bas-allemand et haut-allemand chez nos voisins. Donc on peut penser que l'espace langue d'Oil plus langue d'oc, c'est ça, l'identité française préalable à toute construction étatique. Il n'empêche qu'effectivement, ensuite, le français actuel qu'on parle, c'est le francilien. C'est le dialecte Oil de l'Île-de-France qui finalement est devenue la langue française parce que c'est là où était le fief des Capétiens et derrière c'est à partir de Paris que un petit peu tout s'est fait. Mais voilà, donc la nation française préexiste à l'État. Donc dans un État européen unitaire, il n'y a plus d'État allemand, il n'y a plus d'État français, mais il y a les patries charnelles qui existent. Et moi je prône ce qu'on appelle la subsidiarité identitaire. Donc c'est une forme de fédéralisme mais réservé à la question de l'identité, où je pense par exemple qu'en Bretagne, eh bien, ce serait bien que le breton soit appris à l'école systématiquement, que les traditions bretonnes soient respectées. C'est-à-dire qu'au niveau identitaire, je donne tout aux patries charnelles. Mais au niveau politique, je donne tout à l'Europe. Donc les nations comme la France... Les nations en tant qu'identité continuent d'exister en tant qu'identité. Oui, pleinement, mais pas d'État, plus d'État. Oui, c'est ça. Les nations sans l'État. Les Bretons, les autonomistes bretons, vous expliquez qu'ils sont bretons. Les Corses, vous expliquez qu'ils sont Corses. Oui, mais ça, c'est les marges de la France. Quelle est la différence avec la vision des écologistes aujourd'hui, d'Europe Écologie Les Verts, qui veut une Europe des régions? Moi, je ne veux pas d'une Europe des souverainistes anti-européens qui divisent. Je ne veux pas encore plus de micro-souverainisme. Ça ne m'intéresse pas de multiplier les États. Moi, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux qu'il y en ait qu'un. C'est pas ça. Eux, ils veulent casser les. La Catalogne aurait un État, l'Écosse aurait un État, etc. En fait, ils vont multiplier les États par 3 ou par 4. Concrètement, c'est ce qui se passerait dans une Europe des régions. Parce qu'eux, ils ne veulent pas d'une Europe politique forte. Ce sont de toute façon, l'Europe écologique. Il faut bien au niveau des régions ou des identités charnelles, avoir qu'ils aient leur bien sûr des institutions, des institutions. Parce que sinon, un gouverneur de province, si on peut dire, une assemblée de province, bien sûr. Mais là où j'insiste, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent du régalien qui doivent être au niveau européen. Il y a beaucoup de choses au niveau local qui doivent rester au niveau local. Mais l'armée, la diplomatie, la police, le code civil, le code pénal, un certain nombre de choses, ça doit être européen. Un peu sur le modèle des États-Unis d'Amérique, alors. Oui, à la seule différence près qu'on ne conserve pas les États actuels, et je peux vous expliquer d'ailleurs pourquoi. Parce qu'on ne veut pas être les héritiers des conneries du passé. Quand je dis conneries, je suis un peu vulgaire volontairement.
Concrètement, je vais prendre un exemple très concret. L'État français, depuis 70 ans ou 80 ans, s'entête à essayer de détruire le peuple français, de le remplacer chez lui, d'affaiblir ses valeurs, ses défenses immunitaires, etc. La nationalité française aujourd'hui n'a plus aucune valeur. Si on reste dans le cadre des États actuels, même si on faisait une Europe politique, on serait héritier de 80 ans de trahison. Si on veut se libérer de l'emprise du passé, si on veut rompre la continuité juridique que les États nous imposeraient, il faut que l'État européen soit, entre guillemets, vierge juridiquement. C'est-à-dire qu'il sorte ex nihilo. Oui, alors, excusez-moi de vous interrompre, mais là, vous posez un vrai problème. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'il se pose pour beaucoup, dans notre famille d'idées, pour faire simple, c'est de savoir, par exemple, par rapport à l'Europe, telle qu'elle est actuellement. Alors, il y a des gens qui nous expliquent qu'il faut en sortir de l'Europe de Bruxelles, sans pour autant critiquer l'idée européenne, mais l'Europe de Bruxelles est de toute façon intrinsèquement pourrie, donc il faut en sortir. Ça explique un certain nombre de gens. D'autres, comme c'est le cas par exemple de Bernard Monod, que nous avons reçu ici il y a quelque temps, qui pensent qu'au contraire, il faut rester dans l'Europe pour essayer de la faire changer. Voilà. C'est la vision de Guillaume Fay, si je peux me permettre. La vision de Guillaume Fay. Il ne faut pas rester sur le train, il faut braquer le chauffeur. Oui, il y a une version avec avion. Alors ça, la phrase est de Guillaume Fay. Il ne faut pas être sur le quai de la gare et regarder passer le train de l'histoire. Il faut sauter dans la locomotive et braquer le chauffeur. J'ai une version d'avion avec Guillaume, mais il faut monter dans l'avion Union Européenne et braquer le pilote. Voilà, bon, ça revient à l'époque, il parlait du train. Bon. Oui, il y avait plusieurs versions du même thème. Plus avancé, aujourd'hui, il faut monter dans la fusée. Oui, bientôt, ça sera la fusée. Bon. Et donc, non, mais il faut ça pour dire qu'il y a plusieurs conceptions qui s'opposent. Le véritable problème n'est-il pas que tout dépend qui est à la tête de l'Europe. C'est ça. Tant qu'on aura des mondialistes complètement acquis à l'idée de la destruction de toutes les nations, y compris d'ailleurs demain de la nation européenne, si la nation européenne il doit y avoir. Tout à fait. C'est-à-dire que pour eux, il doit y avoir un ensemble mondial. C'est le principe du mondialiste. C'est ce qu'expliquent les mondialistes. C'est l'État mondial à terme. C'est ce dont on parle au forum de Davos tous les ans. C'est voilà la constitution à terme d'un État mondial et tout ça. Alors bon. Mais ce sont des missiles ici, les gens de l'Union européenne actuelle, Mme von der Leyen a été proposée par Merkel pour s'en débarrasser parce qu'elle l'a gêné dans sa stratégie d'héritage de la CDU, à Mme Kramp-Power qui ensuite s'est fait dégager finalement. Donc en fait, on remise à l'Union européenne les chèvres. En réalité, on prend le Premier ministre belge Asbin, là il s'est fait dégager, on le nomme président européen. Chers amis, c'est passionnant cette conversation que nous avons avec Thomas Ferrier parce que c'est une conversation sur un sujet qui est une vision originale, permettez-moi de vous le dire par rapport à beaucoup de nos amis. Mais on va faire juste une petite pause pour deux raisons. Tout d'abord parce que nous allons écouter la chronique de Philippe Randin, la fameuse chronique que nous retrouvons sur le site Euroliberté, sur le site Synthèse Nationale et dans le quotidien présent. Et ensuite, nous permettrons, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le professeur qui sera de retour parmi nous, et on continuera cette conversation avec le troisième larron de l'équipe, c'est-à-dire le professeur, parce qu'on est obligé d'être... on ne peut pas être tous en même temps sur le plateau. Philippe, à vous. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un problème qui touche malheureusement tous les Français, tous les Européens et même une partie du monde entier, la fameuse pandémie et la façon dont elle a été gérée, rapportée dans l'hebdomadaire Le Point cette année sur le changement de stratégie d'Emmanuel Macron. C'est comme connard scientifique. Et là, dixit l'Élysée. Surprenant Macron, c'est en tout cas ce que tend à démontrer un dossier du dernier numéro du Point, expliquant par le détail comment l'actuel locataire de l'Élysée a muté. En bien, en mal, ce n'est pas explicitement indiqué, mais à l'instar de nombre de Français, on sent à lire les intertitres du long article des deux journalistes Nathalie Schuck et Géraldine Wössner que la surprise est bonne. Prisonnier volontaire, voyage en absurdie, la libération. La surprise est évidemment celle de sa décision de ne pas enfermer à nouveau les Français dans un énième désastreux confinement, en maintenant néanmoins un couvre-feu, lui aussi désormais reconnu parfaitement inutile face à l'épidémie, afin de ne pas jeter le Conseil scientifique, le ministre de la Santé et le Premier ministre davantage en pâture à la vindicte publique. Du fiasco sur les masques, les tests et le démarrage poussif de la vaccination, Emmanuel Macron a tiré la leçon qu'il lui fallait penser le monde d'après. Et pour lui, ce monde d'après, c'est l'échéance de sa réélection l'année prochaine. Elle passe désormais par le lâchage en race campagne de vaccination et l'oubli au plus vite d'une équipe dont l'incompétence apparaît de plus en plus évidente à l'opinion publique. Tellement qu'au sommet de l'État, dixit les deux journalistes,
on parle volontiers des connards du Conseil scientifique. Emmanuel Macron parviendra-t-il à faire oublier le plus tôt sera le mieux, et que c'est lui qui a décidé la création de ce catastrophique Conseil scientifique inédit sous la Ve République. Un an durant, celui-ci a non pas fait la pluie et le beau temps, mais imposé la peur et les couacs dans la gestion de l'épidémie. Et l'hebdomadaire de rappeler que c'est le professeur Delfrécy, président du machin en question, qui a annoncé que 18 millions de Français vulnérables resteraient confinés sine die. Quand on aime, on ne compte pas, mais quand on est... la passion est facilement dévorante, hélas. Yvan Rioufol, sur une chaîne concurrente, parlait de la secte apocalyptique. C'est à peu près la même chose. Philippe, on se revoit bientôt, on se revoit pour la prochaine émission. Je vais vous chercher le professeur. Et puis, le professeur, oui, on va recevoir le professeur. Le professeur Pierre Deloubier, qui est notre spécialiste de l'histoire, qui nous livrera d'ailleurs en fin d'émission sa chronique, l'abominable histoire de France. Ce sera le 140e numéro. 140e numéro. Ouais. C'est vrai que ça fait 6 ans, 5 ans que cette émission existe, presque 5 ans que cette émission existe. On a déjà fait plus de 150, je crois. Donc vous voyez, c'est beau chiffre. Voilà. Et le professeur fidèle au poste, sauf pendant quelques mois, là, malheureusement en raison du confinement et tout ça. Ben oui, c'est-à-dire que il ne pouvait plus aller à l'école, il ne pouvait plus venir nous voir. On a rouvert, enfin il y a eu une fermeture bien sûr, mais je pensais que j'allais mourir cette année, vous voyez, puis comme j'ai vu que je ne mourrais pas du Covid, je me suis dit je ne vais pas mourir du tout, parce que mourir d'autre chose que du Covid, je trouve qu'en ce moment ce ne serait pas très patriotique. Ce serait un petit peu subversif comme attitude. Donc je ne suis pas mort. Je dois dire que vos élèves ont beaucoup de chance. La première raison, c'est qu'ils ne sont pas morts. Puis la deuxième raison, j'ai regardé, à la suite de ce que vous avez expliqué il y a un mois à peu près, vos cours par correspondance, par vidéo. Oui, j'ai ma chaîne YouTube qui porte mon nom. C'est un nom. Et vraiment, j'invite les auditeurs, les téléspectateurs à regarder cette chaîne YouTube parce que c'est passionnant. Ils ont beaucoup de chance, vos élèves. Ils vous voient pas, vous ne pouvez pas leur dire un tel, tiens Dupont, tais-toi, Martin au coin ou quoi que ce soit. Non, ils peuvent regarder chez eux votre cours et suivre vos cours. C'est intéressant. Oui, et malheureusement, je fais des vidéos, donc ça suit le plan de mes cours. C'était fait pour le confinement, mais je le continue. C'est une sorte de cours d'appoint. Et donc en 5 à 10 minutes, quelquefois même 3-4 minutes, surtout pour les 6e. J'essaie de faire court, quoi. J'essaie de ne pas dépasser 10 minutes, même 9 minutes. Je fais ma leçon, comme ça elle est plus suivie. Mais alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des élèves qui m'ont dit ah oui mais vos vidéos elles sont bien, évidemment je fais ça chez moi, donc c'est des plans fixes quand même, donc j'anime, je fais des illustrations, etc. C'est un gros travail d'ailleurs, mais je suis assez statique, puis ça me permet aussi de couper quand je fais des petits cuirs. Mais il y a un élève qui me dit ah oui mais on comprend moins bien parce que vous marchez pas de long en large comme vous faites en classe. Ça en dit long, non, mais dans ces temps de confinement, sur l'importance du visage, de la gestuelle, de la présence. C'est tout à fait vrai. On comprend moins bien parce que vous ne marchez pas de long en large. Alors je marche de long en large spontanément quand on explique quelque chose. Sur Estrade. Voilà, écoutez, on regardait la chaîne. Comment ça s'appelle votre chaîne, Pierre ? Cours d'histoire sans masque. Cours d'histoire sans masque. Mais on la trouve, en fait, c'est le titre, mais qui est sur la page d'accueil, mais il faut chercher Pierre Deloubier. Pierre Deloubier, donc Pierre. C'est ça le vrai titre de la chaîne, pour des raisons techniques d'ailleurs. Et voilà, et on trouve votre chaîne et on peut la regarder. Comme je suis là, je ne travaille pas, mais je viens de faire un cours sur l'Europe au XIIIe siècle. Justement, l'Europe. Puis que j'ai mis en ligne ce matin et ce soir, cette nuit, je mets en ligne sur Philippe le Bel. Alors là, c'est un des plus grands personnages de l'abominable histoire de France. Il y a des choses à dire sur ce personnage. Vous avez déjà été très dur avec lui parce que. Oui. Attends, je suis moins dur dans mes cours parce que quand même les pauvres petits, il ne faut pas les désespérer. L'Europe, justement, c'est le sujet que nous abordions avec Thomas Ferrier, puisque Thomas Ferrier, alors, est là pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il est président d'un parti qui s'appelle le Parti des Européens. Il nous a expliqué quel était le sens de son engagement, la raison d'être de son parti, le combat qu'il mène. Et puis une deuxième raison, c'est qu'il a écrit, alors là on arrive à l'histoire et à l'Europe, un livre il y a quelques mois qui a été édité par Synthèse Nationale dans la collection Idées, qui s'appelle Fascisme d'Europe, origine, idéologie et histoire. Donc c'est un livre qui relate un petit peu, qui a une sorte de panorama de tous les mouvements
fascistes, revendiqués comme tels ou classés comme tels, qui ont existé dans les années qui ont précédé les années 20, les années 30. Les années 20 à 40 dans ce mouvement qui a suscité, bon évidemment, qui a été depuis maltraité, et depuis surtout falsifié, dont l'histoire a été falsifiée par la doxa officielle, mais qui a quand même à l'époque entraîné des peuples entiers, quoi. Alors, on va peut-être parler un petit peu de ce livre, Thomas Ferrier. Alors, d'abord, pourquoi qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre? Il y a énormément d'ouvrages sur ce sujet du fascisme, du national-socialisme. Si vous allez regarder dans les rayons de n'importe quelle grande librairie, il y a des centaines il y a des centaines de volumes. Mais il y a quelque chose qui manquait, pour moi. Alors, il y avait un bouquin de Duprat qui n'était pas trop mauvais, qui s'appelait Les fascismes inconnus, où il y avait un certain nombre d'éléments. Et je me suis dit, bon, c'est pas mal, mais c'est insatisfaisant. Ce que j'ai voulu faire déjà, c'est que quelqu'un puisse, avec mon livre, avoir la liste complète de tous les partis, y compris le moindre groupuscule, la moindre ville de Pologne et autres. Tout le monde trouve son compte. Et pour être assez mytho, leur mettre aussi dans leur langue originale. C'est-à-dire qu'il y a tous les partis sont nommés à la fois en français et dans leur nom d'origine. Même si c'est les Hongrois. Même si c'est hongrois. Bah oui, c'est écrit en hongrois. Et alors, il y a une petite coquille, c'est que le caractère géorgien n'est pas passé. Ouais. La police de caractère géorgien a planté à un endroit donné, mais en arménien, en géorgien. Même l'éditeur s'en était pas rendu compte. Oui. En arménien, en géorgien, toutes les polices de caractère, cyrillique, de toutes variantes, en serbe, etc. Donc je me suis dit, ça veut dire que si vous tapez le mot-clé avec la police de caractère qu'il faut, vous avez des informations dans la langue d'origine. Par exemple, combien de langues, vous? Moi, personnellement, je parle l'anglais, je parle le russe, j'ai fait du grec moderne, et puis après, je me débrouille. J'ai 37 dictionnaires chez moi, donc j'ai toutes les langues d'Europe en dictionnaire quasiment. Donc, voilà. Et donc, en fait, par exemple, il y a des choses intéressantes. Si vous voulez savoir, par exemple, le fascisme danois. Les gens connaissent, ceux qui cherchent un peu vont connaître le DNSAP de Fritz Clausen, qui est cité dans la plupart des ouvrages sur le fascisme. Mais il y avait une douzaine de partis fascistes en réalité, ou nationaux-socialistes au Danemark. Et comment on les trouve? En fait, c'est simple, Wikipédia Danemark vous les donne. Simplement, personne ne va regarder Wikipédia au Danemark. Parce qu'il faut trouver les mots-clés, il faut taper les bons codes. Le danois déjà. Et donc j'ai un dictionnaire, je regarde comment on dit Parti national-socialiste en danois, je tape le code qu'il faut, et je regarde que ça me répond. Et déjà, ça m'en donnait 12. Bon, et mince. Alors, pareil, je suis suédois, c'est-à-dire qu'en fait, Wikipédia, c'est un outil vachement bien dans la langue du pays. C'est-à-dire que si on veut connaître quelque chose qui concerne la Suède, il faut chercher en Wikipédia suédois. Et vous avez des informations extraordinaires. Par exemple, vous savez qu'il y a des adorateurs d'Odin au XVe siècle, donc on parle d'une conversion des Scandinaves 400 ans avant. Et bien au XVe siècle, vous avez des gens qui sont condamnés à mort parce qu'ils honorent Odin. Et on le sait dans le Wikipédia suédois. Mais si vous n'avez pas le Wikipédia suédois, on ne saurait jamais. Bon. Et alors, est-ce que moi j'ai mes petites marottes. Est-ce que vous parlez je suppose bien sûr que vous en parlez de Sir Oswald Mosley. Oui, je parle de Mosley et de 30 partis autour. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'est pas aussi anecdotique qu'on pourrait le croire. Ah bah non. Non. Le parti fasciste. Ah non, il a failli au pouvoir. Alors on le voit apparaître. Non, d'ailleurs. quand même pas. Non. On le voit apparaître dans la série Peaky Blinders. Oui, il parle de Mosley. Oui, il apparaît plusieurs fois. Oui, tout à fait. Il essaye d'ailleurs de se servir des gangs des mafieux de Londres. Voilà. Enfin, c'est peut-être un peu caricatural. Oui, je crois. Oui, peut-être, mais je ne me rends pas compte à quel point il est caricatural. Mais je crois qu'il existe un très bon livre en français sur le. Il y a le cahier d'histoire du nationalisme. Par exemple. Mosley, que je vous invite à lire. Ça m'étonne que vous ne l'ayez pas lu d'ailleurs. Que nous devons à notre ami canadien Rémi Tremblay. Qui a fait un bouquin remarquable dans la collection des cahiers d'histoire du nationalisme qui s'appelle Oswald Mosley, le fascisme britannique. C'est tellement anglophile que je finis par connaître. Et il y a la collection. Je vous l'offrirai pour votre anniversaire. Voilà. Il y a la collection Ars Magna qui réédite les ouvrages de Mosley d'après-guerre, d'après 45. Parce que Mosley, effectivement, est devenu nationaliste européen et partisan de l'Europe-nation après la guerre. Et il habitait en France. Il est mort en France. Il avait une maison, une belle maison. Il est enterré en France. Qui s'appelait l'Hôtel de la Gloire. Il est enterré en France à Orsay. Ça s'appelle dans le livre en question, vous verrez, il y a même la photo de sa tombe. C'est l'Hôtel de la Gloire, je crois que ça s'appelait sa maison. Et Diana Mitford, qui était son épouse, est morte également en France. Ah oui, il avait épousé une des sœurs Mitford. Oui. Elle est morte qui sont l'objet du roman du pseudo-roman de Jean d'Ormesson là. Et elle est morte en France au moment de la grave, comment ça s'appelle,
la canicule de 2003. Oui, il est mort en 2003 à cause de la canicule. Ouais. Tout ça est raconté dans le livre de Rémi Tremblay. J'invite nos auditeurs à acheter, à lire. On peut trouver sur le site Synthèse. Oui, c'est une très bonne synthèse. Une très bonne synthèse. Voilà. Alors, donc, on revient à votre question. Parce que, non, mais voilà, c'était pour le plaisir de parler de ça. Alors, il y a eu différentes formes de fascisme. Il y a eu le fascisme méridional en Espagne. C'est un mouvement, on va dire, c'est un socialisme national, donc c'est un socialisme anti-marxiste qui prend la coloration locale. C'est-à-dire qu'effectivement, il ne va pas être identique selon les pays, parce que les pays n'ont pas les mêmes problématiques, donc ont certains aspects spécifiques. Après, ce qui s'est souvent passé, c'est que en fait, il y a ce que j'appelle l'effet anti-domino. C'est-à-dire que lorsqu'un pays réussit à mettre des fascistes au pouvoir, alors ça blinde chez les voisins les règles pour les empêcher d'avoir la même chose. Donc, quand il y a eu l'Italie mussolinienne, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu l'imiter en Europe. Il y a eu une phase d'imitation du fascisme italien. Et lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, les fascistes italiens étaient ringardisés et le national-socialisme a été considéré comme plus efficace, plus révolutionnaire. Et donc, les gens qui étaient fascistes dans les années 20 sont devenus nationaux-socialistes dans les années 30 chez les voisins. Mais lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, eh bien, en France et dans tous les pays d'Europe occidentale, mais aussi d'Europe centrale, soit il y a eu des dictatures conservatrices qui ont pris le pouvoir pour empêcher les fascistes d'arriver au pouvoir, comme en Hongrie, comme en Pologne, en Bulgarie, etc. Soit les règles démocratiques ont durci le ton, comme la loi de Blum en 1936. Est-ce qu'on peut parler de dictatures autoritaires qui sont venues pour empêcher le fascisme de triompher? Je prends un exemple, par exemple, prenons l'exemple du Portugal, par exemple, du professeur Salazar. Est-ce qu'on considère que le professeur Salazar est arrivé pour empêcher le fascisme de triompher au Portugal? C'est un peu compliqué. Disons que Salazar est arrivé pour des raisons endogènes, on va dire, au Portugal, mais en fait, il a quand même fait interdire le fascisme portugais, qui est extrêmement populaire, et qui s'appelait le mouvement syndicaliste national. De Rolão Preto, et Preto est obligé de s'exiler. C'est aussi l'histoire de la Phalange. Voilà, mais la Phalange a été écrasée par la Phalange a été Manuel Edilla. Absolument, la Phalange a été écrasée par Franco, qui n'a jamais été en fait un fasciste, contrairement à ce que beaucoup croient. C'est ça que j'appelle la droite conservatrice. Aujourd'hui, n'importe quel dictateur sud-américain à la solde des fabricants de bananes locaux est un fasciste. Mais voilà, mais Horthy, dans les pays baltes, etc. Par exemple, les pays baltes, c'est assez frappant. Les loups d'acier de Voldemar, aux portes du pouvoir, il y a eu un coup d'État pour les en empêcher. Et c'est une droite conservatrice qui s'est installée. En Estonie, même tarif. En Lettonie, même tarif. En Pologne, il y a eu la dictature des colonels. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une menace fasciste, eh bien, soit c'est le roi, par exemple en Roumanie, qui fait assassiner Codreanu. Codreanu, chef fasciste de la guerre de fer, est assassiné. En Bulgarie, c'est le roi qui marginalise le mouvement de Tsankov, le mouvement national-social. En Grèce, même tarif avec Metaxas. C'est-à-dire que systématiquement, lorsque les fascistes sont aux portes du pouvoir, eh bien, il y a une dictature conservatrice soutenue par l'armée qui se met en place. Ça a été le cas aussi, alors là on dépasse le cadre européen, mais c'était le cadre aussi par rapport au péronisme en Argentine, où les oligarchies locales ont suscité des coups d'État militaires contre la révolution péroniste. Tout à fait. Aux États-Unis, par exemple, le pays de la liberté, selon certains, eh bien, des accusations fantaisistes sur la stratégie contre Al Capone ont été mises en place. Par exemple, aux États-Unis, vous avez la liberté d'expression. Mais si vous êtes un fasciste américain du style de William Dudley Pelley, créateur de la Silver Legion of America, donc la Légion d'argent, ce qu'on appelait les chemises d'argent, les Silver Shirts, eh bien, on vous fout un truc d'impôt au Basque en 1940, on vous met en prison parce que vous auriez prétendument pas déclaré vos impôts. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de méthodes pour neutraliser les gens. C'est hypocrite puisqu'il y a le premier amendement, mais c'est pas grave. Donc, en fait, Mosley, pareil, c'est que les Britanniques ont créé l'habeas corpus, ça n'a pas empêché de mettre 800 fascistes britanniques qui n'avaient jamais démontré trahir leur pays en prison, dans des cellules très maltraitées, etc. Voilà, et que... Mosley a failli mourir, d'ailleurs. Voilà, absolument. Et donc, l'habeas corpus, il y a des moments où Churchill, il s'en moque, quoi. Il y a un cas intéressant. Churchill était une personnalité très intéressante, mais qui a beaucoup de zones d'ombre. Oui, alors il a participé à la construction des camps de concentration pour les Afrikaners bourgs, ce qu'on nous dit souvent. Il a quand même dit qu'il faut un Hitler à l'Angleterre, quand même, quelque chose comme ça. Mais il voulait pas d'un Hitler allemand, évidemment. Et Churchill, c'est d'autant plus rigolo, entre guillemets, enfin rigolo ou tragique, c'est qu'après-guerre, donc en 1946,
Churchill a déclaré que la campagne des conservateurs qui s'appelait Keep Britain White, garder le Royaume-Uni blanc, était une bonne campagne. C'est-à-dire que Churchill considérait qu'il fallait conserver le caractère européen du peuple britannique, indépendamment de la question d'une Europe politique. Et qu'est-ce qu'a fait le Labour Party? Dès 1948, il a saboté la citoyenneté britannique pour pouvoir donner la citoyenneté britannique à des millions d'Antillais d'abord, puis de Pakistanais, d'Indiens, etc. Donc en fait... Churchill, De Gaulle et tous les autres se sont fait trahir. C'est-à-dire qu'en fait, De Gaulle, vous lisez De Gaulle en 1946, vous apprenez qu'il veut une immigration exclusivement européenne et même nordique. C'est écrit. Il l'écrit. Ensuite, il y a tout ce qu'on sait dans C'était De Gaulle, rapporté par Perfit, des déclarations de De Gaulle stupéfiantes. De Gaulle, il dit à un moment donné, on a le droit d'être Hitler. Bon, c'est De Gaulle qui le dit. De Gaulle explique, par exemple... De Gaulle à Stalingrad, qui dit quel grand peuple. Voilà. Il dit le peuple russe, mais non, le peuple allemand. Voilà. Et puis c'est aussi, par exemple, toutes les phrases sur les dictateurs africains, dont il avait marre de les voir arriver à l'Elysée. C'est un De Gaulle qui, concrètement, dément même sa fameuse phrase célèbre, c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, etc. Alors qu'il dit globalement, non, les Français, c'est un peuple de race blanche, etc. Donc, voilà. Donc, en fait, ce qui est dans l'aspect intéressant, c'est tous ceux qui ont lutté contre le fascisme partageaient fondamentalement avec les fascistes la même vision de l'homme européen. Oui, mais ce qui est très intéressant, justement, c'est... au-delà, il y a beaucoup de boutades aussi dans des gens comme Churchill et De Gaulle. Churchill a commencé sa carrière politique avant les guerres de 14. Donc, il a eu le temps, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, etc. Et puis après, il y a l'instrumentalisation, évidemment, qui est faite de choses qu'on qualifie de fascistes, alors qu'il s'agit tout simplement du bon sens, et on oublie le véritable sens idéologique du fascisme, on le mélange avec le national-socialisme. À la rigueur, ce mélange n'est pas très indigeste dans l'esprit. Il est assez logique, mais quand on le met avec la droite traditionnelle, voilà, ça ne veut plus rien dire. Mais parce que le fascisme n'est pas de droite, c'est tout. Mais ce qui est très intéressant, c'est la circulation des idées. Dans l'entre-deux-guerres, parce qu'on oublie toujours que les gens ne savent pas ce qui va se passer après. Mais non. Et quand ces mouvements apparaissent, je veux dire, comme Mussolini arrive au pouvoir, l'Italie, elle a bien besoin de renouveau probablement, on est comme tous les pays d'ailleurs, on est après la guerre de 14, l'Europe, et tout le monde se dit comment on va se remettre debout. Et le fascisme, il n'apparaît pas comme Athéna sortant du crâne de Jupiter, toute armée, il se développe petit à petit. Et il y a une chose qu'on a tendance aussi mal à oublier en France, c'est que vous allez en Italie, et aucune idée n'est imperméable. Vous allez en Italie, par exemple, vous arrêtez dans une station-service, vous pouvez acheter un briquet avec l'effigie de Mussolini dessus, ça choque personne. Voilà. Et ça, moi je l'ai vu, j'en ai même acheté. Et vous rentrez là-dedans, là en France, vous avez des fleurs, des vaches, chez Guevara, tout ce que vous voulez. Mais là-bas, vous avez, c'est fréquent de voir ça. Bon, donc l'approche des Italiens, c'est peut-être aussi ce qui explique la situation en Italie aujourd'hui. L'approche des Italiens n'est pas du tout la même. Cher Thomas Ferrier, on pourrait discuter pendant très longtemps. Votre livre est passionnant et il a justement l'intérêt c'est un petit livre, c'est à 100 et quelques pages, je crois. Il est très dense. Il est très dense. En 120 pages, vous faites le tour de la situation, vous expliquez un petit peu chaque tendance, chaque approche qu'il y a eu. C'est toujours très intéressant. C'est très intéressant, très complémentaire. Précis, justement, que vous fassiez un inventaire exhaustif. Oui. Bon, probablement, quand on fait ça, il y a toujours quelqu'un qui vous écrit pour dire que vous avez oublié quelque chose. Ah bah il a oublié. Mais oui, vous savez, je voulais que un exemple. J'ai mis un S avec comment ça s'appelle, un accent circonflexe à l'envers pour retranscrire du serbe au français un nom, et on m'a dit non, il faut mettre un C avec un accent. Et puis en Ruthénie subcarpatique, il y a eu une scission d'un mouvement dont vous avez oublié de parler maintenant. Oui, non, c'est probable. Bon, mais ça permet de comprendre, de sortir du lit de la vraie histoire. Cher professeur, vous avez votre chronique, et vous avez 3 minutes exactement pour votre chronique. C'est pas assez. Alors vous allez vous débrouiller. Eh bien, je vous ai raconté la dernière fois que les révolutionnaires, les sans-culottes, sanguinaires, s'étaient recyclés en serviteurs zélés en uniforme de la dictature de Bonaparte, car c'est quand même une dictature, quoi qu'on en dise. Mais ça ne suffit pas. Le vrai but de la révolution, c'est de faire la guerre. On explique, les historiens vous disent, le code civil a été l'instrument qui a répandu les idées révolutionnaires à travers l'Europe. Mais il ne s'est pas répandu par des libraires ambulants. Il s'est répandu, pour répandre la bonne parole, il faut avoir le livre dans une main et le fusil à baïonnette dans l'autre. Puis d'ailleurs, pour un fusil à baïonnette, ça se tient des deux mains, donc mettez le livre dans votre poche. Et donc, l'organisation, évidemment, de l'État a été faite
pour faire la guerre, car une des grandes conquêtes de la Révolution, ce sont des conquêtes purement et simplement. C'est la mise en coupe réglée de toute la rive gauche du Rhin. Il faut se rappeler que Napoléon a quand même porté les frontières de la France jusqu'à celles du Danemark, pour ainsi dire, pas du Danemark actuel, mais du Danemark de l'époque, et puis jusqu'en Croatie. C'était des départements français, c'était pas des provinces, des territoires d'outre-mer, des départements français, 130 départements. Et donc, pour faire la guerre, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut de l'argent. Et donc, 4 ans avant de promulguer le Code civil, qui a été promulgué en 1804, l'année de la proclamation de l'Empire, eh bien, le premier consul, Bonaparte, eh bien, il a fait fonder la Banque de France. Vous n'avez peut-être pas échappé, pendant des millénaires, disons, la monnaie a été créée vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, plus ou moins en Lydie, pays du roi Midas. Ça fait envie. Et il n'y a pas de banque de France, il n'y a pas de banque de Lydie. La Banque d'Angleterre a été créée en 1694. En fait, c'était une banque parmi d'autres qui était un peu plus importante. Elle a eu le privilège d'émettre la monnaie qu'en 1844. Donc la monnaie a été créée par l'économie. Et aujourd'hui, eh bien, les banques sont nationalisées. La Banque fédérale des États-Unis, elle date seulement de 1913. Elle a été faite pour faire la guerre. Ces banques, et donc Napoléon, il a fait aussi cette banque pour faire la guerre. Ça a deux intérêts, c'est que la guerre, ça demande beaucoup d'argent, les ressources fiscales sont limitées, on ne peut pas tout le temps augmenter les impôts, donc il y a un très bon moyen, c'est d'abolir sa dette en fabriquant de la fausse monnaie. Alors quand vous avez de la monnaie métallique or et argent, c'est compliqué, c'est ce que Philippe le Bel et ses fils d'ailleurs ont fait, c'est qu'ils mettent un peu d'argent dans l'or, puis en espérant qu'on s'en aperçoive pas. Mais les changeurs, ils pèsent les monnaies, ils disent tiens c'est bizarre, c'est pas le bon poids. Donc l'économie se casse la figure, le roi s'en tire, etc. Tandis que quand vous avez une banque d'État qui a le privilège d'émettre, eh bien, il suffit de traiter l'argent comme un bien. L'argent, ça n'est pas un bien. Si vous faites marchand de chaussures, quand vous fabriquez trop de chaussures, eh ben, vous restez sur les bras, vous n'avez plus qu'à les solder. L'argent, ça n'est rien, c'est un moyen d'échange. Si plus rien à échanger et qu'il reste de l'argent ne vaut plus rien. Donc on crée une économie d'inflation ou de bulles. Aujourd'hui, il n'y a pas d'inflation, mais il y a des bulles, qui donc sont alimentées. L'État fabrique de l'argent, il a des rentrées fiscales, et puis les gens, la masse monétaire étant trop importante, l'évaluation de l'immobilier ou des cours d'action gonfle, jusqu'au moment où ça s'effondre et cet argent disparaît. Le seul qui le garde dans ses poches, c'est l'État. Voilà l'intérêt des banques centrales. C'est une organisation pour voler les épargnants, c'est-à-dire les contribuables, et vous, et moi d'ailleurs, et notamment leur rêve, c'est d'avoir de l'inflation. Malheureusement, dans la mondialisation, il n'y a pas d'inflation. Donc il faut faire des bulles, on fait des bulles. C'est joli de faire des petites bulles, les gouvernants aiment bien faire des bulles. Et donc voilà pourquoi, à mon avis, on a créé la Banque de France. Et je pense que nous avons un système judiciaire qui n'est contrôlé finalement que très 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 mal par la Constitution. On dit la loi est la même pour tous, en réalité elle est fabriquée par une assemblée de 577 personnes incompétentes qui en fait dépendent du président de la République et de toute sa cohorte pour leur réélection, et qui votent tout et n'importe quoi, que d'ailleurs quand on leur donne des projets de loi de 800 pages hier dans la nuit, supposons qu'ils sachent lire, ils n'ont pas le temps de le faire. En même temps, l'État fabrique de la fausse monnaie, et c'est puni de mort, normalement, la fabrication de fausse monnaie. C'était marqué sur les billets. Mais pas quand l'État, et on est arrivé à l'Europe. Voilà, mais quand l'État fabrique lui-même sa fausse monnaie, dans les montagnes de Chamalières, puisque c'est là que ça s'imprime, eh bien, non, il n'y a pas de punition. Bon. Et donc voilà comment on peut dire que Bonaparte fait l'admiration de tous les hommes politiques et les carriéristes modernes, car il a mis au point les deux grands instruments de la tyrannie qui pèsent sur nous. L'argent et le fisc. Voilà. Mais il a une qualité, Bonaparte, c'est qu'en 1816, il parle de l'Europe comme une grande république et il s'est rendu compte qu'il aurait dû la faire au lieu d'élargir la France. Mais c'est très curieux comme quoi, vous n'ignorez pas qu'il a quitté le pouvoir en 1815 et que le fait de quitter le pouvoir pour un homme politique quel qu'il soit lui fait tout d'un coup dire des choses intelligentes qu'il n'avait jamais eu l'occasion de dire auparavant. On regrette toujours celui d'avant. Donc les deux instruments de la tyrannie, donc c'est le fisc et la loi. Et là où il y a la loi, on peut toujours trouver le crime. Là où il y a la loi, il y a le crime. Voilà. Alors donc pour conclure, d'abord merci Thomas Ferrier d'être venu, merci d'avoir présenté votre livre Fascisme d'Europe, merci professeur d'avoir accepté d'être coupé, presque, et à très bientôt. Pas grand-chose de mes 5 minutes. Il y a de la censure. C'est pire que le fisc. À une prochaine émission avec des nouveaux invités. Au revoir.